Bonjour à tous, bonjour Gaël. Bonjour Pascal. Vous allez vivre en direct l'ouverture de la Cité internationale de la gastronomie et du vin, ici à Dijon. 1 heure pour déambuler, raconter l'arrière-boutique, découvrir les secrets de ce nouvel espace, tout ça en avant-première. Avec pour nous guider les plus grands chefs, les meilleurs ouvriers de France et forcément aussi quelques surprises. Une certitude Gaël, vous avez fait le bon choix, c'est France 3. Guillaume Gomez, l'ambassadeur de la gastronomie française, Éric Prat, le célèbre chef qui est aussi le directeur culinaire de cette cité de la gastronomie, mais aussi Emmanuel Rion, le champion du monde des glaces et le pâtissier couronné sur la planète entière, sans oublier Bérangère Loiseau et beaucoup d'autres invités présents avec nous et en direct ce matin à vivre dans ce lieu qui est particulier, qui a une histoire. Et pour parler de cette histoire, Véronique Vacher, vous êtes avec moi. Bonjour Véronique. Bonjour Pascal. C'est vrai que c'est un site qui est quand même exceptionnel ici, la Cité internationale de la gastronomie. Oui, c'est un site qui est riche d'un patrimoine qui a 800 ans d'histoire hospitalière en continu. Le site, il a été créé par un duc de Bourgogne en 1204. D'accord. Alors pour bien qu'on comprenne, pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'endroit et qui nous regardent à l'autre bout de la planète, grâce à Internet, ici, avant, c'était un hôpital, on ne va pas se le cacher. C'est ça, donc l'hôpital général, qui effectivement s'est construit, étoffé dans les années après 19e siècle. Le patrimoine ancien, lui, date du 18e. Et ensuite, on a retrouvé effectivement un hôpital plus moderne, jusqu'en 2015. Donc on peut dire que c'est un lieu exceptionnel, on est d'accord là-dessus ? Oui, c'est un lieu exceptionnel, chargé beaucoup d'affect pour les Dijonnais. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que c'est un endroit en plus où on peut venir franchement par tous les moyens. Je peux parler de la planète entière. C'est vrai qu'il y aura vraisemblablement des étrangers, mais aussi forcément des Français, des Européens qui vont venir ici, parce que la gastronomie, c'est mondial, mais nous en France, on est réputés. Qu'est-ce que vous leur dites là, pour les convaincre de ne plus hésiter finalement ? Le site, déjà, il est exceptionnellement bien situé. Il est aux portes d'un centre historique avec un secteur sauvegardé d'un peu plus de 100 hectares. Il est connecté à la gare TGV, donc effectivement, n'hésitez pas et prenez la très belle passerelle qui traverse le jardin de l'Arquebuse, qui est un monument historique classé. Vous pouvez aussi venir en voiture, puisqu'il y a un parking de stationnement de 450 places, et vous pouvez vous déplacer aussi avec les transports en commun. Donc venez ici découvrir et déguster une belle alliance entre le patrimoine et la modernité. Mais justement, vous parlez de modernité. En même temps qu'on parle, on est en train de voir des images. Là, on voit ce qu'on appelle le canon de lumière. Là. Expliquez ce qu'est précisément cet endroit qui, alors, lui, est venu se greffer. Là, on est vraiment dans le délire architectural total. On marie l'ancien avec la modernité. Absolument. Donc, je pense que comme les accords Mévin, on trouve ici, d'un point de vue de l'architecture, une belle alliance entre effectivement la partie ancienne et la partie moderne que l'on découvre depuis le patrimoine, et donc notamment cette figure de proue, ce geste architectural qu'a voulu Anthony Béchu de l'agence Béchu, qui a composé ce menu ici architectural. Et donc ce canon de lumière, c'est comme une main tendue au centre-ville, c'est une fenêtre ouverte sur la ville, et en même temps c'est un monument emblématique qui vient se fixer, pas tout à fait, parce qu'il y a une faille entre ce bâtiment et le patrimoine ancien, pour laisser la politesse et voir les très belles façades du 18e. Petite parenthèse, on parlait de l'architecte. Il sera avec nous tout à l'heure dans le 19-20 parce que France 3 a mobilisé toutes ses équipes toute la journée pour vous préparer des choses très sympas à suivre aussi sur le net et sur France.tv. Ça, c'est certain. Ce qui est certain aussi, c'est que si on regarde bien sur la carte, on est au kilomètre 1 de la route des Grands Crus. Ça veut dire quoi pour ceux qui nous regardent ? D'ici, vous pourrez effectivement partir sur la côte de Nuits, côte de Beaune, et effectivement découvrir ce qu'on appelle les climats des vignobles de Bourgogne, qui ont été classés au patrimoine immatériel en 2015. Et tout ça connecté depuis la gare, je précise toujours, parce que moi, vous savez, je suis dans Absolument. la mobilité.
Absolument, les touristes, depuis la gare TGV, pourront venir soit aisément en tram, c'est à une station de tram, ou à pied, en traversant le jardin de l'Arquebuse, effectivement, rejoindre la cité, puis ensuite, avec des parcours, l'office de tourisme qui est présent ici, proposera effectivement des parcours jusque dans les vignobles des climats de Bourgogne. Vous savez que de plus en plus, on va fureter, on va fouiner, on va chercher sur le net. Si on tape Cité de la gastronomie et du vin, ici à Dijon, on se dit oui, certes, c'était un ancien hôpital, Véronique, vous avez tout à fait raison. Il y a aussi des églises. Alors, qu'est-ce qu'elles sont devenues, ces églises? Alors, on a deux petits bijoux. On a un petit bijou qui date de 1459, qui est l'église Sainte-Croix de Jérusalem, qui est le seul monument conservé depuis l'origine du site, donc qui prend place dans une cour, une très belle cour qui s'appelle la cour Jérusalem et qui est au pied de l'ancien cimetière de l'hôpital du Saint-Esprit. Et puis, la deuxième chapelle, c'est ce qu'on appelle la grande chapelle. C'est aujourd'hui un espace d'exposition plutôt dédié au vignoble et à la Bourgogne. Et cette chapelle, bien évidemment, elle a été désacralisée en 2015. Alors, pour bien comprendre ce qu'est réellement la Cité de la gastronomie et du vin ici à Dijon, je propose un petit retour en arrière, puis une petite visite guidée. On va suivre le guide en couleur et puis nous revenons ici avec vous sur France 3 pour partager ensemble cet événement pour ce lieu absolument unique en France. C'est l'ouverture officielle de la Cité internationale de la gastronomie et du vin et vous le vivez avec nous sur France 3. Ça y est, nous y sommes. Après seulement 2 ans et demi de travaux, la Cité de la gastronomie et du vin ouvre ses portes. Un parvis lumineux en guise d'accueil et une promesse aux allures de slogan commercial, résumé en 3 verbes. Visiter, se former et s'amuser. Et autour de ces 3 thématiques, on a identifié ce qui pouvait permettre aux visiteurs de prendre l'ensemble des dimensions de ce repas gastronomique, soit en allant participer à des ateliers cuisine, soit en venant faire des jeux dans les expositions temporaires, soit en venant acheter un produit d'un producteur local dans le village gastronomique ou en allant déguster des vins à la cave de la Cité. À partir du hall, 3 espaces d'exposition. Ici est célébré le repas gastronomique des Français inscrit au patrimoine culturel de l'humanité. C'est la raison d'être officielle de la Cité. Mais le patrimoine architectural dijonnais n'est pas oublié, à l'image de la restauration de cette petite chapelle du XVe siècle. Sa grande sœur, elle, est consacrée au climat de Bourgogne. Juste à côté, une grande cave propose une dégustation au verre parmi 3000 références. Du vin, il en est également question dans cet espace immersif. Bonjour, bienvenue à l'école des vins de Bourgogne. Je vous en prie. Donc là, on est sur les 4 murs de la projection avec les vignes, le patrimoine, le château du Clos Vougeot. En fait, on voulait exprimer le vin à travers sa complexité de production, du grain de raisin, jusqu'au fait que les dégustateurs ouvrent une bouteille. Des activités le plus souvent payantes, car la Cité de la gastronomie et du vin est un partenariat public-privé à près de 90%. Un projet culturel et un pari commercial. En témoignent les nombreuses boutiques, le cinéma et l'école Ferrandi. Que serait une cité sans logement, réhabilitation ou neuf, le projet immobilier est dense. Près de 1500 personnes vivront à terme ici. Visiter, se former, s'amuser. Et allez, 5 secondes de plus avec vous, Véronique, pour vraiment nous convaincre sur cette architecture unique. Eh ben, venez découvrir un patrimoine qui a été révélé, métamorphosé. C'est une vraie mutation qui est redonnée, un patrimoine qui en fait est redonné aux Dijonnais, puisque vous pouvez déambuler dans toute cette cité sans avoir à payer quoi que ce soit si vous le souhaitez. Vous baladez dans les cours qui sont magnifiques de l'ancien hôpital général. Parfait, vous méritez un café, ça vous plairait un petit café? Oui, un merci. Petit café. Attention, c'est pas n'importe quel café quand même. Hein. C'est avec un meilleur ouvrier de France, Vincent Ballot, bien connu de la région. C'était le premier torréfacteur en France. Il est avec l'ami Gaël qu'on va retrouver justement dans les méandres de cette cité internationale de la gastronomie et du vin à Dijon. Et puis nous, on se retrouve ici ou peut-être bien ailleurs, pourquoi pas, parce qu'il y a tellement de choses à découvrir avec Éric Prat. Eh oui, la signature de la Cité de la gastronomie et Romuald de Fassenet, donc des chefs étoilés pour un combat Bourgogne et Franche-Comté.
Oui, dans les méandres, Pascal, on est bien installé avec en effet Vincent. On est dans les boutiques, il y a beaucoup évidemment de spécialités bourguignonnes, mais on a aussi nos amis franc-comtois qui sont là, puisque Vincent, vous êtes installé à Marnay en Haute-Saône. Pascal l'a dit, vous êtes meilleur ouvrier de France en 2018, la première année où la torréfaction était, on va dire, récompensée avec sa propre catégorie. Le café, Vincent, c'est au patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'était inévitable que ça ait sa place ici, à la Cité de la Gastronomie. Absolument inévitable, puisque le café effectivement ponctue la fin d'un repas, ponctue la fin d'un repas gastronomique. Et c'était tout naturel de se trouver ici au milieu de la Cité de la Gastronomie, magnifiquement mise en avant ici à Dijon. Alors, votre boutique, elle est un peu plus loin là-bas. C'est quoi l'intérêt pour vous d'être ici ? Ça fait partie de faire partie de ce puzzle de compétences avec cet ensemble de MOF qui sont présents ici, avec l'ensemble des gens qui sont autour de la gastronomie, et puis de faire rayonner la Bourgogne-Franche-Comté au sein de cette cité qui va rayonner bien au-delà en France et même à l'international. Donc on est vraiment heureux d'être là parmi toutes ces spécificités, parmi toute cette excellence qui est là présentée ici à la Cité de la Gastronomie. Alors je vais être très honnête avec vous, je ne connais pas du tout le café, je ne connais pas ce milieu-là déjà. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, et puis peut-être à nos téléspectateurs qui sont aussi, qui ne connaissent pas comme moi ce secteur-là, c'est quoi un torréfacteur ? Un torréfacteur, c'est à la fois la machine qui s'occupe de torréfier le café, et c'est aussi le bonhomme qui est derrière la machine. Donc vous êtes le bonhomme. Exactement, je suis le bonhomme et j'ai la machine aussi ici pour torréfier devant les gens pendant le week-end. Alors la torréfaction de café, ce n'est pas grave si vous ne connaissez pas le café, c'est une plante remarquable de l'espèce Coffea arabica que l'on trouve sur à peu près 120 pays dans le monde, entre le tropique du Cancer et du Capricorne, et qui permet de cultiver des cerises, un peu à l'instar de nos cerises de Fougerolles, chères à notre Haute-Saône et Franche-Comté. Dans ces cerises, effectivement, on extrait à l'intérieur, on crache la pulpe et on garde le noyau, contrairement à ce que l'on fait chez nous. Et à l'intérieur, vous avez 2 fèves de café que l'on va torréfier, qu'on va griller. Une opération que tous les cuisiniers de France connaissent très bien, c'est la réaction de Maillard. On va transformer les acides aminés, les glucides, l'eau et l'énergie en une sorte de caramélisation qui va venir brunir le café. Et alors, on est en Bourgogne, terre de vin, ça a différents arômes, le vin, ça a différentes spécialités, différents crus. Est-ce que pareil, en café, il y a des cafés qui ont leurs spécificités, qui ont leur goût, qui ont leurs arômes différents ? Cette question est magnifique, Gaël. Il y a une énorme similitude entre le vin et le café. Tout d'abord parce qu'on le dit souvent, nous sommes dans une civilisation judéo-chrétienne, culture bachique, le dieu du vin. Eh bien, le café, c'est le pendant, le vin de l'islam, puisque effectivement, c'est la boisson que le prophète Mahomet a trouvé un jour pour pouvoir rester éveillé la nuit et écrire ses sourates. Donc, il y a beaucoup de similitudes. Et le café, comme le vin, est préparé après une fermentation de la cerise. Et donc, on a, comme dans le café, comme en Bourgogne, des climats, des régions, des terroirs, des variétés botaniques dans tout le monde entier, et beaucoup de similitudes avec le vin. Et pour tout vous dire, j'ai un penchant pour le vin et c'est le vin qui m'a amené au café. Bon, vous voyez, on est un petit peu dans de l'histoire aussi à travers cette Cité de la Gastronomie, mais votre histoire à vous, comment elle commence ? Comment vous rentrez dans ce milieu-là ? Comment vous tombez amoureux du café ? Alors, on n'est pas torréfacteur de père en fils et de pire en pire chez nous, comme on dit. Pas du tout. Mes parents sont paysans. Ma femme, elle, avait ses parents qui étaient dans la restauration. Et c'est un peu la rencontre de la fourche et de la fourchette. Et j'étais étudiant à Dijon dans un autre domaine, dans une école d'ingénieurs à l'Ésirem, tout près d'ici. Donc, je ne suis pas en terrain connu ici. Et tout d'un coup, au cours d'un job d'été, j'ai rencontré ces métiers, ces torréfacteurs, des torréfacteurs bourguignons d'ailleurs. Je me souviens de monsieur Longin au Creusot, je me souviens de monsieur Cress en Franche-Comté à Champagnole. Ce sont des gens qui m'ont appris le métier et qui m'ont permis un jour de récupérer et d'avoir cette magnifique distinction, ce col bleu, blanc, rouge. Alors là, on a quoi par exemple ? Vous pouvez me montrer, m'expliquer ? Alors là, c'est simplement pour vous montrer qu'avec le réchauffement climatique, on arrive à faire pousser du café en Bourgogne. C'est un caféier qui vient du Costa Rica, qu'on a ramené il y a quelques années déjà sur une ferme caféière biologique. Le café pousse naturellement assez bien sous nos latitudes, mais par contre il ne fleurit pas, c'est une plante tropicale. Donc on a un caféier de l'espèce Coffea, espèce variété typica exactement, avec des petites floraisons de l'année qui sont superbes. Et puis on a, une fois le café torréfié, donc effectivement, le café cueilli en cerise, une fois qu'il est fermenté, eh bien, on le retrouve en verre. Je peux mettre ma main aussi ? Mais vous pouvez mettre votre main dedans, vous pouvez même sentir ces arômes de légumineuses, de petits pois, qui n'ont rien à voir avec le café qu'on imagine. Et c'est au moment de la torréfaction
c'est-à-dire pendant les 10 minutes de vie de cette magnifique cerise, que le torréfacteur fait son travail. Donc ça veut dire que le travail le plus important, c'est celui que vous tenez, c'est celui du producteur. Oula, alors je vais essayer de pas faire de bêtises. Non, et c'est vrai que les cafés de spécialité qu'on travaille sont des cafés qui ont un pilier fondamental, c'est celui de rémunérer le producteur au prix fixé par le producteur. On prend souvent l'exemple, nous, dans le monde du café, c'est assez amusant, la filière Comté, qui est une filière magnifique, qui a cette envie de transparence de la marge sur tous les acteurs. Et bien, dans le café de spécialité, c'est un de nos leitmotifs, et on prend souvent, dans les pays producteurs, au Honduras récemment, ou au Salvador, on prend souvent l'exemple de la filière Comté, parce que ça doit nous inspirer et faire en sorte que les producteurs soient rémunérés à leur juste valeur. Eh ben, écoutez, merci Vincent. Nous, on va prendre un petit café pour continuer à être dynamique pour ce direct. Je renvoie la balle à Pascal, qui est du côté des expositions. Merci Vincent. Je vous en prie. Ça nous fait un bien, ce petit café. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les garçons. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, Pascal. Bonjour, Éric Prat. Bonjour, Romuald Fassenet. Vous vous dites Éric Prat. Mais oui, c'est l'un des chefs les plus titrés au monde qui est avec nous. Celui qui, sur la planète, se balade presque sans passeport et qui finalement... si. Bon, alors, il n'a pas le col bleu-blanc-rouge aujourd'hui, mais vous l'avez, hein, comme Romuald. Vous êtes tous les deux meilleurs ouvriers de France et vous avez aussi un point commun, même si l'un est de Bourgogne et l'autre est de Franche-Comté, ce qui explique que nous soyons véritablement sur la grande région. Vous avez un point commun, c'est que vous coachez les Bocuse d'Or et l'équipe de France. Vous êtes tous les deux membres de l'équipe de France de cuisine. Membres de l'équipe de France, oui, tout à fait. Ça. C'est quelque chose qui nous anime et qui nous rassemble, forcément. Éric, comment on se prépare à un événement comme les Bocuse d'Or ? C'est beaucoup d'entraînement. C'est déjà créer une équipe, créer un lien entre le candidat et puis l'équipe, voilà, et surtout avancer. Justement, avancer. Avancer ensemble et puis avec un objectif commun, aller le plus loin, le plus haut possible. Ouais, ça fait plaisir, hein, quand en plus on voit que celui qu'on a coaché gagne, Romuald. Forcément, le travail paye et on est ravis, quoi. Ouais. Moi, je suis ravi aussi de vous recevoir parce que, je le disais, Éric, la Cité internationale de la gastronomie et du vin ici à Dijon, sans vous, ça serait peut-être un peu plus compliqué. C'est surtout un travail d'équipe. C'est bien sûr Monsieur Rebsamen et toute la mairie et Dijon Métropole et aussi les membres du COS. Avec Jocelyne Perrard, on est tous les deux coprésidents et puis on est une trentaine de personnes à avoir suivi le projet depuis le début et à réfléchir à ce qu'on pouvait faire. Toutes les expositions, la pâtisserie, le repas à la française, la mise en avant du repas à la française et avant tout ça, la Cité de la gastronomie. Ouais, et la signature Éric Prat sur cette Cité de la gastronomie, c'est plusieurs restaurants. Alors je sais ce que vous allez me dire, vous qui nous regardez. Attendez, j'ai pas les moyens d'aller chez un chef étoilé. On se connaît un petit peu avec Éric. Éric, il aime bien, comme vous, Romuald, la cuisine de grand-mère et pas forcément payer des fortunes pour aller manger. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut venir manger ici de la signature Éric Prat pour aller 10-12 euros. On commence un plat à 10-12 euros. Ça sera 10-12 euros le premier plat, oui. Donc il y a deux restaurants, il y a la table des climats. Donc là, moi je suis directeur culinaire, je signe tous les plats. Et le comptoir. Donc le comptoir, ça sera une restauration beaucoup plus simple, servie au comptoir ou en terrasse. On va manger du poulet. On a revisité le poulet Gaston Gérard. Voilà, plein de petits plats comme ça. Et j'ai un chef qui s'appelle Kevin Julien qui va gérer tout ça. Et c'est le groupe Épicure qui a œuvré et qui a lancé les deux restaurants et aussi la cave. Donc, ça ne sera pas de la cuisine 3 étoiles, mais tout comme. En tout cas, il y en aura pour toutes les bourses au travers de ces 3 restaurants. Le but, c'est déjà de faire une cuisine, moi je dis une cuisine très soignée, axée sur le produit, accessible, pas compliqué. Voilà, donc là, on ne parle pas d'étoiles, c'est vraiment une cuisine, vraiment, je veux que ça soit à la portée de tout le monde. Voilà, mais maîtrisée surtout, avec des jolis produits. Alors des produits jolis, vous, Romuald, vous en utilisez aussi parce que vous êtes dans un endroit magique en Franche-Comté, certes un peu loin de la Cité internationale et de la gastronomie, malgré tout. Pas si loin. Voilà, c'est ça. Vous nous prouvez aujourd'hui qu'on peut facilement se rendre ici. Vous, votre signature sur les plats franc-comtois, vous la retrouvez aussi ici ? Forcément, on se doit de participer et de venir dans ce formidable terrain de jeu qui est la Cité et en voisin, même en
Bourgogne-Franche-Comté, on n'est plus voisins, on est ensemble et on a des produits à faire valoir et surtout nos produits, nos producteurs, tout ce qui est les éleveurs, à nous de les apporter dans cette belle cité. Ouais, en plus, le partage, se faire plaisir, ça, vous avez vraiment ça en commun, tous les deux. Hein. Et l'idée sur les restaurants, c'est justement de faire participer tous les chefs de la région Bourgogne-Franche-Comté qui viennent signer des plats une fois par mois. Donc voilà, tisser le lien entre tous les chefs de la région. Ouais, alors vous ne vous considérez pas, Eric, comme un chef, j'allais dire, locavore, ça c'est très à la mode, mais par contre vous utilisez les produits de notre région, hein, vraiment, au maximum. Oui, je suis locavore, j'utilise des produits de Bourgogne-Franche-Comté, mais si un produit ne me convient pas et je sais qu'il est meilleur dans une autre région, je l'utilise. Parfait, c'est la vie de château avec vous ici. Alors, votre premier sentiment, là, c'est l'ouverture. On l'a vu en direct sur France 3 ce matin. Ça déambule de partout. J'ai entreaperçu Guillaume Gomez qui vient de passer une tête et qui nous fera un petit coucou d'ici quelques minutes. À moins qu'il puisse venir maintenant, si c'est jouable. Oui. Allez, venez, Guillaume. Alors, du coup, ben voilà, bonjour, bienvenue. Alors, si vous l'utilisez, ça sera encore mieux, Guillaume Gomez. Hein. Monsieur l'ambassadeur, devrais-je dire. Oui, Guillaume. Oui, Excellence peut-être. On est au sein de cette belle cité de la gastronomie. Guillaume, chef à la limite. Tout me va très bien au milieu de mes camarades. En plus, nous sommes de la même promotion en meilleur ouvrier de France, donc je suis ravi d'être ici. Guillaume Gomez, ambassadeur de la gastronomie française, vous l'avez dit, meilleur ouvrier de France, dans les cuisines de l'Élysée pendant 25 ans. Et aujourd'hui, avec le passeport diplomatique, pour se balader partout dans le monde, c'est ça? Alors j'ai été nommé ambassadeur, c'est un rôle d'ambassadeur thématique, donc je dois, pour la France, au nom du président de la République, faire la promotion de la gastronomie française. À l'international, bien sûr, mais mon rôle également de représentant personnel du président auprès des acteurs de la gastronomie m'oblige à être sur le territoire, au plus près de celles et ceux qui font la gastronomie. Donc aujourd'hui, c'est une journée importante pour ça. Ouais, Guillaume, on est entre nous, vous avez vu passer 4 présidents. Il y en a d'ailleurs un qui est en train de déambuler là, je ne désespère pas. Je l'ai laissé à Ferrandi. Qui viennent, d'accord, ok, on ira faire un tour tout à l'heure à l'école Ferrandi. Peut-être que si vous pouvez nous l'emmener discrètement, hein, mais vous en avez vu passer 4 des présidents. Vous avez servi 2 millions de repas à peu près à l'Élysée. Votre meilleur souvenir? Écoutez, en 25 ans, ce serait difficile de vous citer un meilleur souvenir. Il y en a eu tellement. Peut-être d'un point de vue personnel, la remise de mon titre de meilleur ouvrier de France par le président Chirac, qui a été un moment de ma carrière important, mais un moment de ma vie important, puis un moment pour la gastronomie française aussi, je pense, où on met en avant, à travers une récompense, celles et ceux, une fois de plus, qui font cette gastronomie, ce patrimoine classé à l'UNESCO et qui est mis en exergue ici aujourd'hui à la Cité du Vin. Vous faites bien de le dire, monsieur l'ambassadeur. Effectivement, classé à l'UNESCO depuis quelques années maintenant, le repas des Français. 11 ans maintenant, oui, repas gastronomique des Français. Oui, il faut en parler parce que c'est cité de la gastronomie, puisque Dijon est la première opérationnelle réellement autour de ces sujets-là, de cette thématique, et on le voit avec les expositions. Vous êtes ici au cœur d'une exposition. Oui, d'ailleurs, j'aimerais qu'on avance en même temps. Tout ça découle du classement au patrimoine gastronomique des Français, une mission menée par Jean-Robert Pitt. Ouais, on va croiser, regardez, hop, on va faire tout en direct, voilà, top, comme ça, clac, clac. Comme ça, regardez, venez à côté de moi, Guillaume. Voilà. Et c'est suite à ce classement où en fait on a des obligations et la France doit montrer ce qu'elle fait pour honorer ce classement du repas gastronomique des Français. Ouais. Et c'est pour ça que l'idée des cités de la gastronomie, des réseaux des cités de la gastronomie, il y en aura 4 en France. Dijon, Lyon, Paris, Rungis et Tours. Et ces 4 cités mettront en avant, une fois de plus, la gastronomie française, le vin bien sûr, et à travers ces expositions et ces temples de la gastronomie, celles et ceux qui la font, de nos producteurs, nos agriculteurs, nos distributeurs, nos artisans, nos transformateurs, les restaurateurs et les chefs qui sont là bien sûr, mais tous les acteurs de la filière alimentaire. Et Eric, on va pouvoir vérifier ça au travers de vos 3 restaurants ici. Et je le redis, vraiment ouvert à tous, parce que, encore une fois, sur le comptoir, il y a aussi de la vente à emporter. Donc voilà, on a essayé de penser à tout le monde. Voilà, le but, comme disait Guillaume, le repas à la française, c'est aussi de laisser une trace de notre vécu, de ce qu'on a... de nos traditions, de les laisser aux futures générations. Donc les expositions sont aussi faites pour les enfants, le côté très pédagogique, et puis transmettre aussi notre façon de vivre. Ouais. 3 meilleurs ouvriers de France, 3 grands chefs qui sont avec nous. Éric Prat, Romuald Fassenet, monsieur l'ambassadeur Guillaume Gomez, qui a pris 5 minutes de son temps très précieux dans cette visite très protocolaire, très officielle, en direct avec nous. S'il fallait résumer la Cité internationale de la gastronomie et du vin, ici à Dijon, pour ceux qui nous regardent, ou vont peut-être nous regarder plus tard sur France.tv, qu'est-ce que vous diriez? La résumer, c'est compliqué aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette cité, les Françaises et les Français, les Dijonnais avant tout, les Bourguignons,
la grande région Bourgogne-Franche-Comté, ils doivent se l'approprier. Elle est pour eux. C'est-à-dire que n'ayez pas peur, n'hésitez pas, passez les portes. Déjà, l'accès est gratuit, il faut le dire. L'accès est gratuit, vous pouvez venir passer 5 minutes comme vous pouvez venir passer 3 heures. Vous pouvez prendre des cours, vous pouvez vous immerger dans des expositions, dans du temps, visiter les restaurants, les boutiques, les librairies, bien évidemment. Mais elle vous appartient et c'est vous qui la ferez vivre. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment, voilà, c'est comprendre que ce modèle alimentaire français d'une meilleure alimentation pour tous et partout, ça passe bien sûr par la grande gastronomie, mais ça passe surtout par le travail de nos producteurs, de nos agriculteurs, et c'est des choses simples. Je voyais hier, on peut parler d'alcool un petit peu, avec modération bien sûr, mais on propose une expérience pour goûter des vins à 4 €. Donc vous pouvez venir passer un moment assez court, déguster des vins, prendre une planche de charcuterie, déguster des fromages, découvrir si vous avez le temps bien sûr des repas un petit peu plus on va dire étalés dans le temps, mais vraiment elle vous appartient cette cité et c'est à l'image de la gastronomie française. La gastronomie c'est pas quelque chose d'élitiste, la gastronomie ce n'est pas que gastronomique, c'est manger tout simplement correctement, penser à son alimentation et faire en sorte que ce soit meilleur pour soi, meilleur pour sa santé, meilleur pour l'autre et meilleur pour l'environnement. C'est ce qu'a voulu également le repas gastronomique des Français à l'UNESCO. Et voilà pourquoi aussi, moi je tenais, mesdames, messieurs, à vous présenter des grands chefs qui sont de notre région, du cru et qui rayonnent à l'international et qui parfois ont dans leurs établissements respectifs, vous me l'accorderez parce que ce sont des restaurants étoilés, des additions à plus de 3 chiffres. Mais ici, j'insiste lourdement, on peut véritablement parler de démocratisation, monsieur l'ambassadeur. Vraiment, on démocratise le repas. On peut manger du Éric Prat à des prix convenables, on peut aussi profiter des conseils de chefs comme Romuald Fassenet et de tous les autres qui sont ici. On ne va pas tous les avoir à Il y a une trentaine de chefs aujourd'hui qui sont dans la cité pour justement faire la promotion de cette gastronomie et de cette cité qui se veut être vraiment un point de départ du rayonnement de notre gastronomie française et un outil pédagogique de transmission parce qu'il y a aussi ce côté, les chefs en parlaient, mais d'éducation à l'alimentation pour les jeunes. Si on veut aller vers une alimentation, une fois de plus, qui soit meilleure pour notre santé et que tout le monde puisse vivre de son travail, nos producteurs, nos restaurateurs, il faut comprendre que chaque chose a son prix et en venant découvrir des expositions comme celle-ci, vous allez comprendre pourquoi, en effet, dans certains restaurants, l'addition peut être à 3 chiffres, parce que derrière, quand vous embauchez des dizaines de personnes, quand vous faites venir tel ou tel produit, même de la région, mais il faut que chacun puisse vivre de son travail. Donc c'est bien de venir comprendre tout ça, et c'est aussi le rôle éducatif d'un lieu comme celui-ci. Et notre rôle ce matin, c'est d'essayer de vous faire vivre en plein cœur, avant qu'il y ait beaucoup de monde, parce que ça, on le fera un peu plus tard dans la journée avec toutes nos équipes de France 3 ici, notamment dans les journaux. Ça va déambuler, enfin, on attend plus de 20 000 personnes sur le week-end. Donc là, on se dit, ah ouais, super, mais bon, il n'y a pas grand monde. Normal, normal. Là, c'est fermé pour l'instant. Hein, voilà. Pour être très clair avec vous, c'est la visite très, très officielle. Hein. Merci Guillaume d'avoir pris quelques minutes de votre temps. Vous restez avec moi quand même quelques secondes, le temps que je lance un petit sujet, que je vous remercie aussi, Éric Prat, et vous, Romuald Fassenet, de vous être arrêté dans cet emploi du temps de ministre que vous avez tous. Je ne désespère pas, j'ai compris, Guillaume, que vous m'emmeniez le président. Oui. Hein, n'est-ce pas? Je ne sais pas si on l'aura d'ici la fin de l'émission. Ce qui est sûr, c'est que là, on va faire un petit retour en arrière, justement sur cette cité internationale de la gastronomie et du vin. Vous nous parliez de cette expo dans laquelle je vais déambuler d'ici quelques minutes, si on peut. Et on va avoir quelqu'un qui connaît bien cette exposition, c'est le commissaire, c'est François Aulas. Il sera avec nous. Mais d'abord, regardez en image ce que ça donnait. Petit retour en arrière. J-2. Sur le parvis, tout semble calme. Pourtant, à l'intérieur de la cité, c'est l'effervescence. Éclairage, pose de cadres ou d'écrans, encore en chantier, cette expo est pour l'heure un vrai bazar. C'est un bazar très organisé, chacun sait ce qu'il a à faire, les équipes sont absolument mobilisées, on a, je sais pas, 40-50 personnes qui tournent autour, là. On est excités, mobilisés et un peu angoissés, mais donc tout va bien. Les autres, c'est bon, parce que là, il l'a posé à sec, puis là, il est posé à l'eau. François Aulas est à la baguette de l'exposition phare du lieu, le repas gastronomique des Français, véritable raison d'être de la cité. On retrouve toutes les facettes, finalement, de ce repas. Le côté sociologique, le côté organisation du repas. Et puis, on a l'aspect historique. On raconte comment on en est arrivé là. Et puis, on rend un grand hommage aux chefs étoilés, mais aux chefs de tous les jours, et puis aussi aux mères de famille, aux pères de famille, qui font vivre cette gastronomie française au jour le jour. Une exposition temporaire et 3 permanentes sont proposées au public, toutes supervisées par François, suivant le guide. Bienvenue dans l'expo en cuisine, l'expo interactive, sensorielle. Quelle est la casserole la plus lourde et la plus légère? Donc spontanément, la plus légère, on va prendre celle-là. Sauf que non,
celle-là, elle est lourde. Donc, illusion d'optique. Et donc, toute l'expo ici sensorielle est faite pour qu'on comprenne que les 5 sens sont vraiment en action quand on cuisine. C'est une façon de rendre hommage aux cuisiniers de façon un peu particulière, simplement le son. Mais c'est vrai que le son, les cuisiniers nous disent toujours que c'est très important pour eux. Le chef dit « j'ai les oreilles partout ». Autre exposition permanente dans la Grande Chapelle, un lieu majestueux pour rendre hommage au vignoble bourguignon et à ses climats inscrits à l'UNESCO. Et bonne nouvelle, on se retrouvera dans cette exposition d'ici quelques instants. On en profitera aussi pour accueillir Bérengère Loiseau. Forcément, ce nom vous dit quelque chose. Eric Gutterman qui sera avec nous, qui est le chef exécutif sommelier. Mais avant ça, j'aimerais bien que Gaël me dise réellement où il se trouve. Gaël, vous êtes où et vous êtes avec qui pour nous faire vivre en direct cette cité internationale de la gastronomie et du vin ici à Dijon, l'ouverture sur France 3? Alors Pascal, je suis devant la boucherie de la Cité de la Gastronomie et évidemment on a envie un petit peu de manger et de boire avec modération, bien évidemment. Je suis d'abord avec Frédéric Fabre qui est directeur général adjoint en charge de la sommellerie de la cave de la Cité de la Gastronomie. C'est long, on y est arrivé. Bonjour Frédéric. Bonjour. Et puis je suis avec Audrey Patins qui est, c'est marqué dessus, du GPPR. C'est quoi le GPPR ? Bonjour, alors c'est gastronomie et promotion des produits régionaux. En fait, Okay. On est présente pour exposer tous les produits de la région Bourgogne-Franche-Comté. Quoi comme produit exactement? On va passer par le bœuf de Charolles, vous allez avoir de la truite, du cassis, de la moutarde, du brie à Savarin, du vin, toutes sortes de produits. Parce que l'idée évidemment c'était de faire la promotion aussi de l'identité bourguignonne ici à Dijon dans cette cité de la gastronomie. Tout à fait, oui, c'était vraiment le but recherché et puis on est très content d'être ici pour exposer tous les produits. Là on a quoi sur la table? Est-ce que je peux manger d'abord? Oui, bien sûr, oui. On a quoi exactement? Du bœuf de Charolles, donc qui vient de Saône-et-Loire. Et donc ça, est-ce que les gens peuvent venir, viennent l'acheter, viennent le goûter? Comment ça se passe concrètement pour nos téléspectateurs qui veulent venir à la Cité de la Gastronomie? Alors ils peuvent aussi bien, donc il y a plusieurs endroits, ils peuvent traverser et puis s'arrêter vers nous et puis on va leur proposer déjà de déguster forcément et on va leur parler du produit pour leur donner plus d'indications sur le produit, où ils peuvent le trouver et puis évidemment comment il est fabriqué. Il y a une vraie idée pédagogique. Voilà, c'est ça. Et du côté de la cave, du coup, là par exemple, on a quoi? Alors ici on a une des bouteilles qui est servie dans nos énomatiques, donc à la cave de la Cité. C'est un chablis de chez William Febvre qui fait partie de la collection des 250 vins qui sont servis au verre à la cave de la Cité. C'est ce que j'allais vous demander, mais vous me précédez, le nombre de références. Est-ce qu'il n'y a que des références bourguignonnes dans cette cave? Non, c'est une cave internationale, donc nous avons majoritairement de la Bourgogne parce que nous sommes à Dijon, mais nous avons également un large choix de vins de France et toute une gamme de vins du monde également. D'accord. Évidemment, le vin, c'était incontournable à Dijon, à la Cité de la Gastronomie. Alors effectivement, nous sommes au kilomètre 1 de la route des vins, donc on débute la route des vins par Dijon, donc effectivement le vin est très important. Concrètement, voilà, pareil, tout à l'heure sur le café, je suis absolument inculte dans ce secteur-là. Le vin, pareil, je ne connais pas beaucoup. Si, comme moi, des gens viennent à Cité de la Gastronomie, ne connaissent pas le vin, qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Moi, qu'est-ce que vous pouvez me proposer là, moi qui ne connais pas le vin? Alors justement, nous avons avec cette collection de vins au verre la possibilité d'être accompagnés par l'équipe sommelière pour déguster les vins et les découvrir et justement comprendre la diversité de tous les terroirs et notamment les climats de Bourgogne qui sont très particuliers. Alors j'ai une question qui est très pragmatique, mais comment on conserve le vin dans une cité comme ça? Je crois qu'il y a une technique un peu nouvelle, il y a un outil que vous utilisez pour pouvoir conserver le vin à bonne température, dans de bonnes conditions? Alors à bonne température, effectivement, donc on a la cave qui est fait pour ça. Au sous-sol, on a également une cave des grands crus, donc c'est une vraie cave voûtée qui est complètement
fait pour les grands crus. Et autrement, pour les vins en verre, on a le système énomatique qui permet de conserver le vin une fois ouvert par adjonction d'un gaz qui s'appelle de l'argon et qui permet de conserver le vin, même la bouteille ouverte. Donc ils sont parfaitement bichonnés tous. Absolument. Bon, on peut en goûter un petit peu? Absolument. Voilà, donc ici on est sur un Chablis de chez William Febvre. Allez, je vous laisse goûter en même temps que moi. Voilà. Je ne vous grille pas la politesse. donc on est sur un millésime 2020, donc sur un cépage chardonnay. C'est un vin très fruité avec beaucoup de minéralité et qui s'accompagne très bien donc, avec la charcuterie ici, puisque on va effectivement avec cette minéralité trancher avec le gras de la charcuterie. Ah ben parfait, la magie du direct, tout se recoupe parfaitement. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Pascal, on va continuer notre petite dégustation pendant qu'on vous rend la main. Je crois que vous êtes du coup du côté des expositions avec François Aulas. Exactement. Alors à l'inverse du vin à consommer évidemment avec modération, surtout à cette heure-ci quand même, parce qu'on est en direct, il est de quoi? Allez, 11h-25 environ. On va nous se faire quelque chose à consommer sans modération. Et à mon avis, une fois que vous serez venus, vous reviendrez. Et vous direz à tous ceux que vous connaissez, il faut venir ici, à la Cité internationale de la gastronomie et du vin à Dijon pour vivre cette exposition. Et ça tombe bien, j'ai le commissaire de l'exposition qui est avec moi. Bonjour François Aulas. Bonjour Pascal. Merci d'être là François. C'est vrai que la table, c'est tout un air de vivre qui s'affiche ici en couleur. Hein. Ah, tout à fait. La table des Français, la gastronomie à la française qui est consacrée par l'UNESCO, est l'objet de cette exposition-là. Et manger, faire un repas pour les Français, c'est d'abord une mise en scène. Et donc on a cherché, et le Média Expo s'y prête bien, à créer des mises en scène pour faire comprendre, pour faire vivre. Alors pour les Français, évidemment, ça rappelle des souvenirs. On dit, ah oui, je ne savais pas. Mais si, en fait, je vis ça tous les jours. Pour nos amis étrangers, ils vont peut-être mieux comprendre les bizarreries du repas des Français. Pourquoi est-ce qu'on parle toujours de bouffe quand on est à table? Ouais. Et puis quand on sort de table, on continue. Pourquoi on partage toujours de bonnes adresses de restaurants, de caves, de vignerons, évidemment. Voilà, donc on a cherché à décoder, faire comprendre toutes les subtilités finalement du repas gastronomique des Français. Et pour bien comprendre aussi, il y a différentes animations, c'est pas statique. Il y a des choses assez sympas. Là. En même temps qu'on est en train de parler, on les voit peut-être. Il y a vraiment des événements. On ne va pas trahir tous les secrets non plus, mais néanmoins, il y a des petites choses à faire. Hein. Oui, parce que notre signature, nous, à l'agence ABAC, c'est ne pas faire des expositions avec les mains dans le dos, j'appelle ça comme ça, où on regarde et puis voilà, c'est tout. Non, on cherche à mobiliser tous les sens et en plus, le repas s'y prête, donc on cherche à interpeller par le toucher, par le jeu. On aime bien faire jouer parce que ça facilite la compréhension. Donc on met en scène, encore une fois, des postures qui sont très vivantes, très vivantes. Oui, c'est ludique, c'est pédagogique et c'est complètement éducatif. Eh ben oui, en 3 mots, c'est ça. C'est tiercé. Peut-être rajouter un peu plus, quarté, quinté plus, on va tenter le coup. Il y a de la couleur, je le disais. Il y a des photos, des expos photos qui sont surprenantes. Alors oui, les photos, on a décidé que les Français dont on parle, on allait les exposer. Donc on a demandé à un photographe, un créateur photographe qui s'appelle Denis Rouvre, qui est un portraitiste de talent, de faire 8 portraits d'occasions de manger. Et les occasions qu'il a choisies, enfin qu'on a choisies ensemble, mais qu'il a photographiées, sont un peu décalées, parce qu'on sait bien qu'à Noël, c'est une fête, on se retrouve ensemble, mais des fois ça dérape, des fois les convives, la famille, ça se passe pas forcément bien si on commence à parler politique, par exemple. Il y a d'autres occasions où les mariages, par exemple. Les mariages, c'est pareil, c'est des grandes occasions, mais quand il y a le cousin, machin, là, qui est un peu lourd ou qui a un peu trop bu, ça dérape. Et puis, mais en même temps, c'est des lieux merveilleux. Donc voilà, on a essayé de montrer que les Français ont de multiples occasions de manger ensemble, de bien manger, de se retrouver et de partager finalement un morceau de culture française, quoi. Oui, il y a même un petit théâtre que je dirais moi automatique qui symbolise vraiment la gastronomie française. Oui, alors ça, on l'a appelé les joutes, parce qu'on s'est rendu compte qu'au fil du temps, à chaque innovation
des cuisiniers qui ont publié des livres. C'est un peu la spécificité de la cuisine française d'avoir des grands auteurs qui, au fil des siècles, ont publié des livres. Ça a créé des controverses, ça a créé des révolutions, et parce qu'un système chassant l'autre, enfin un système gustatif, un système de sensorialité, ça a évolué au fil du temps, et les cuisiniers ont, comme d'habitude, ont senti l'air du temps et ont fait évoluer, et jusqu'à dernièrement, vous vous souvenez sans doute, la nouvelle cuisine, ça a créé, dans les années 60-70, ça a créé une révolution. Maintenant, c'est banal, évidemment, puis depuis plein d'autres cuisiniers ont inventé, mais on a, avec un petit clin d'œil très théâtral, bon, j'en dis pas plus parce que c'est la première fois, nous, qu'on voit et qu'on fait en plus un théâtre automatique, ce qui n'est pas simple, il faut bien le dire, mais qui permet en 5 actes, en une petite quinzaine de minutes, de vivre avec les acteurs de toute cette fantastique histoire de la gastronomie française, en fait. François, est-ce que les expos vont changer au cours de l'année? Ça va se passer comment? Il y aura des saisonnalités? Alors, l'expo dans laquelle nous nous trouvons, c'est une expo permanente. Donc ici, dans les expositions, il y a 3 expositions permanentes et une temporaire. Les 3 expositions sont celles-là, consacrées au repas. Il y en a une autre qui est consacrée à la cuisine. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue sensoriel quand on cuisine? Donc c'est vraiment une expo très sensorielle. On va sentir, on va toucher, etc. Il y en a une 3e qui est sur les produits bourguignons, parce qu'on est en Bourgogne, évidemment, la gastronomie et le vin en Bourgogne, c'est un point particulier, donc on traite de ça. Et la 4e, qui est l'expo temporaire, ce qu'on appelle, nous, l'expo événement. Cette année, elle est consacrée à la pâtisserie française, qui est aussi un grand art très très français, très très représentatif, et qui est la première exposition sur la pâtisserie qui existe, et qui est parrainée par Pierre Hermé. Donc vous voyez, 3 permanentes et une temporaire qui va bien sûr évoluer, et de multiples animations, mais pas dans les expos, plutôt dans le hall, en lien avec l'ensemble de la cité de la gastronomie qui va vivre, évidemment, c'est un lieu vivant, hein, forcément. Forcément. Ça tombe bien que vous me parliez de pâtisserie, parce que tout à l'heure, je recevrai en direct un champion du monde de pâtisserie, qui est meilleur ouvrier de France, glacier, si je vous dis son prénom, Emmanuel Rion. Ah ben oui, les glaces Rion, bien sûr que vous connaissez les glaces Rion. Nous maintenant on connaît mieux l'expo grâce à vous, François. Je vous remercie, je vais vous laisser tranquillement aller déambuler parce que j'ai entendu quelques bancs bourguignons là, pour quelques officiels qui sont par là, que je ne désespère pas de croiser peut-être s'ils osent mettre les pieds ici avec nous en direct sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté ce matin. En attendant, nous on poursuit et ça tombe bien parce que on ne peut pas parler de gastronomie en Bourgogne-Franche-Comté sans parler de la famille Loiseau. Bonjour Bérengère. Mais bonjour Pascal. C'est bien vous Bérengère Loiseau? Oui, tout à fait. Bérengère, fille aînée, voilà. La vice-présidente du groupe. Vice-présidente du groupe, tout à fait, avec ma sœur Blanche qui a rejoint le chef en cuisine. Ouais, et le moins qu'on puisse dire, c'est que la gastronomie est au cœur de la famille. Hein. Oui, c'est au cœur de nos valeurs. Hein. Bernard Loiseau, c'est un grand chef. Et la gastronomie, nous incarnons l'excellence dans la haute gastronomie française. Et c'est pas votre voisin qui va me démentir, parce que lui aussi fait partie de la maison Loiseau. Bon, il était parti environ 2 ans en stage chez Bocuse, on va dire. Hein. Voilà, un jeune chef Bocuse, hein, c'est ça. Très bien. Vous êtes revenu, et tant mieux, bien à la maison. Bonjour Eric. Bonjour Pascal. Merci d'être parmi nous. On le voit, vous êtes aussi meilleur ouvrier de France. Vous, votre rayon, c'est un rayon à consommer avec modération. Oui, mais c'est un pan du patrimoine culturel évidemment, et la Maison Loiseau l'a toujours défendu. Et ici, on est présent à travers le vin, bien entendu, mais un certain nombre de manifestations qu'on vous laissera découvrir. On soutient cette idée qu'est la gastronomie à Dijon. Oui, parce que c'est important, c'est vous qui avez fait la carte des vins que l'on peut retrouver dans certaines boutiques ici, donc des vins signature Loiseau, c'est ça ? Voilà, on a nos vins qui sont présents ici sur la cité. On a également présent, je vous laisserai découvrir sur certaines facettes, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure. Et Loiseau ne pouvait pas oublier d'être ici. Ah ben oui, c'est pas la fille de Bernard qui va me démentir, forcément. Non, et nous sommes bien présents. Nous sommes présents dans cette expo permanente avec des vidéos où vous rentrez vraiment en coulisses dans nos cuisines. Eric Göttelmann explique un petit peu les accords mévins, qu'est-ce que le vin. Nous sommes aussi présents dans la boutique épicerie fine. On a un très joli corner avec tous nos produits, nos petites moutardes, avec nos recettes. Donc une manière de s'offrir un moment de luxe Bernard Loiseau, mais accessible à tout le monde. Oui, et d'autant plus accessible qu'on peut même aller parader en amoureux. Je ne sais pas si Bernard nous regarde tout en haut. Il doit bien rigoler là, avec Bocuse ou d'autres. Mais si votre papa nous regarde, il se dit non mais il y avait l'avenue Bernard Loiseau à Saulieu, donc à
à domicile, si j'ose dire, mais désormais chez nous, ici, à Dijon, pour la Cité internationale de la gastronomie et du vin, il y a... L'allée Bernard Loiseau. Il y aura l'allée Colette, je crois l'allée Eiffel, et il y aura l'allée Bernard Loiseau. C'est une grande fierté et je pense que si effectivement il avait été là, il aurait été très certainement un moteur dans ce projet et c'est, on peut se le dire, c'est une très grande fierté pour la région, pour la Bourgogne, d'avoir cette somptueuse cité ici. En même temps, on a tout ce qu'il faut ici. Hein. Oui, c'est vrai qu'on a tout ce qu'il faut, Eric. On était dans les conseils tout à l'heure. Tout ce qu'il faut. Oui, voilà. On est au... chaud, ça ne fait pas peur. Mais on est au kilomètre zéro de la route des Grands Crus. On entend, je ne sais pas si vous l'entendez derrière nous, mais on entend le banc bourguignon. Alors voilà, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas se télétransporter partout. Néanmoins, c'est la fête. Et c'est vrai que cette fête, on va la vivre sur France 3 tout au long de la journée. Et pour ce week-end inaugural, nous, on est des privilégiés là pour l'instant dans cette expo. Vous l'avez vu, cette expo, vous avez regardé à droite à gauche ce qui se passe ici dans la cité. Votre coup de cœur à vous, Bérengère Loiseau. Honnêtement, c'est une superbe immersion dans tout ce dont les Français peuvent être fiers, tout cet art de vivre, que ce soit les arts de la table, on les a juste ici, que ce soit tous les sujets autour du goût, de l'expérience. Honnêtement, c'est superbe. Il y a la cuisine expérientielle aussi, où on voit vraiment des chefs qui font des démonstrations en permanence. Ce soir, c'est notre chef Patrick Bertrand. Non, c'est très très bien pensé, c'est très complet. Ouais. On va aller faire un petit tour, on va continuer à déambuler, on va retrouver mon ami Gaël qui se trouve quelque part dans la Cité internationale de la gastronomie et du vin, mais comme on a parlé de vin, il faut qu'on voit au moins quelques images sur le vin. Moi, ça me semble absolument évident, Eric. C'est indispensable, c'est notre patrimoine, c'est notre culture, c'est la France. Justement, la Cité internationale de la gastronomie et du vin ici à Dijon va mettre forcément à l'honneur les viticulteurs, les vignerons de notre région et bien au-delà. Et d'ailleurs, la cité, ici à Dijon, a pour ambition de créer véritablement, la cité du vin. Ça peut paraître un peu prétentieux, mais vous allez peut-être un peu mieux comprendre en images. Merci à tous les deux, Bérengère et Eric. Je vais vous laisser aller vaquer à vos occupations. Nous, on consomme avec modération, mais par contre, c'est sans modération pour nous suivre sur France.tv. Sur le site de la Cité de la Gastronomie, la chapelle des climats de Bourgogne, elle matérialise le point de départ du premier kilomètre vers la route des Grands Crus de Bourgogne. La cité, elle se veut être un point de départ, un point de rayonnement, mais aussi un trait d'union entre tout le reste de la ville et le centre-ville, et de l'autre côté, la route des Grands Crus. Donc à partir d'ici jusqu'à Marsanais et cette route des Grands Crus. La cité comme départ vers les Grands Crus, mais aussi comme berceau du passé viticole de la ville. Jean-Luc Teret fédère les viticulteurs qui produisent le Bourgogne-Dijon. Dans le Notec de la cité, on trouvera ce vin parmi les 3000 autres Grands Crus proposés. 1000 vins du monde, 1000 vins de France et 1000 vins de Bourgogne. Donc ça fait déjà un certain nombre. Et au niveau du Bourgogne-Dijon, nos discussions actuelles visent à mettre en avant, chaque mois, un vigneron différent. Qui a des vignes et du vin sur le Bourgogne-Dijon. Jusqu'en 1930, Dijon comptait jusqu'à 1300 viticulteurs et entre 2 et 3000 hectares environ de terres viticoles. L'urbanisme et certains choix politiques ont eu raison de ce patrimoine. Et pourtant ici, une parcelle de 8 hectares replantée pour produire une appellation Bourgogne-Dijon. Aujourd'hui, sur les 5 communes qui ont encore de l'appellation Bourgogne autour de Dijon, c'est-à-dire Day, Corcelles-les-Monts, Talent, Plombières et Dijon, on a environ 200 hectares qui sont potentiellement replantables en Bourgogne et on l'espère en Bourgogne-Dijon. On a fait 2 ou 3 dégustations particulières auprès de professionnels qui montrent que réellement il y a une identité Bourgogne de Dijon et les professionnels disent c'est mieux qu'on pensait. Donc on espère pouvoir continuer dans cette logique-là. L'appellation Bourgogne-Dijon va permettre de rapprocher un vin avec l'histoire de la ville. La viticulture se faisant aux portes de la métropole, Dijon pourra prétendre à redevenir une capitale viticole. Quel bonheur de vivre avec vous et en direct, s'il vous plaît, sur France 3, ensemble, l'ouverture de la Cité internationale de la gastronomie et du vin à Dijon, avec les grands chefs qui se succèdent, il y en a beaucoup. J'aurais aimé avoir tout le monde.
pour ne rien vous cacher, il faut faire des sélections et je pense que ça va vous plaire parce que ce garçon, vous le connaissez. Je suis certain que vous avez déjà dégusté une de ces glaces dans la capitale. Vous savez, celle avec la Tour Eiffel. Mais désormais, on pourra déguster des glaces ici. Bonjour Emmanuel Rion. Bonjour. Oui, désormais, on est dans la capitale de la gastronomie aussi, là. Donc c'est bien. Emmanuel Rion, meilleur ouvrier de France, on le comprend avec votre col. Champion du monde de la pâtisserie qui s'expose ici. Hein. Oui, j'ai vu, oui. J'ai pas encore fait le tour, mais ça a l'air très très sympa. Ouais. Je reviens sur les glaces parce que les glaces et Emmanuel Rion, voilà, hein, c'est le mariage. D'où vient cet amour pour les glaces? J'adore manger des glaces depuis que je suis petit. J'adore la pâtisserie, mais la glace, c'est vraiment pour moi la matière, la texture, le goût. Je trouve que dans la glace, on a vraiment tout ça, beaucoup plus encore qu'en pâtisserie. Je suis fan de pâtisserie, mais vraiment la glace, je trouve qu'on a une dégustation qui est extraordinaire. Ouais, on va avancer un petit peu. On va essayer de profiter un petit peu de cette exposition, puisque j'ai quand même un champion du monde. Je me dis, vous qui nous regardez, on s'approche de 11h, là, tranquillement. Il y en a peut-être qui ont décidé de faire un petit dessert et qui veulent se faire un sorbet. Le sorbet Emmanuel Rion, attention. Top. Première, les secrets du sorbet par Emmanuel Rion. Le secret du sorbet, c'est déjà des bons fruits, ça c'est la base. Mettre un maximum de fruits, nous on est à peu près autour de 65 à 80% de fruits dans nos sorbets, donc c'est énorme. Donc des bons fruits, bien à maturité, bien sélectionnés, un petit peu de sucre, un petit peu d'eau, parce qu'il faut quand même un peu d'eau dans les sorbets, sinon on n'aura pas une texture correcte. Et ensuite, il faut une machine aussi pour pouvoir turbiner et avoir la texture qui on turbine. Le secret de la glace idéale, quand même, mis à part le turbinage, il y a l'air, paraît-il aussi. L'air, oui. Alors ça, c'est non, il faut. Alors bon, si on part sur ce sujet-là, nous en artisanat, on va réussir à incorporer entre 10 à 30% d'air. Donc c'est rien du tout. Par contre, si on n'incorpore pas d'air, c'est comme si vous mangez de l'eau gelée, un glaçon, quoi. D'accord. Et plus vous allez incorporer d'air, plus vous allez avoir quelque chose d'intéressant. Par contre, au-delà de 30%. Pour moi, on n'est plus sur de la glace, on n'est que sur du nuage et c'est pas intéressant ni en dégustation, on perd le goût et surtout on vous vend de l'air. Alors non, on va pas vous vendre de l'air. Par contre, vous allez nous vendre des petites nouveautés ici à la Cité internationale de la gastronomie et du vin à Dijon. Des Frenchy glaces, c'est quoi ça? Alors là, on a sorti l'année dernière les Frenchy glacés. Donc ça, c'est grâce à ma fille qui m'a un peu forcé à. Elle voulait que je fasse des mochis glacés. Je lui dis, moi, je suis pas japonais, donc je suis français. Je suis meilleur ouvrier de France, pardon. Et je lui dis, je vais essayer de te faire des mochis à la française. Et du coup, c'est sorti. Le projet est sorti. J'ai réussi à créer quelque chose d'intéressant avec de la guimauve et de la glace à l'intérieur. Et c'est très, très, très régressif. À mon avis, ça va plaire à Wendy Bouchard, que vous connaissez certainement et qui va nous rejoindre. Bonjour Wendy Bouchard. Ça me plaît, bonjour monsieur. Bonjour. Bienvenue. Bonjour France Bleu. Pascal. Merci d'être là. France 3. Vous connaissez Ma France sur France Bleu à partir de 13h? Vous êtes obligé de dire oui. On vient de se rencontrer. On s'est croisés ici, vous voyez, en vous attendant, cher ami. 13h, 14h, vous serez d'ailleurs en direct tout à l'heure sur France Bleu et dans la France entière pour faire vivre cet événement. Il faut le faire vivre, et vous avez raison d'être fier. J'ai eu le privilège de faire cette visite au Pas de Charge hier et encore ce matin. C'est un lieu d'exception, un lieu d'excellence. Donc on va en parler puisque ça a été une architecture politique, transpolitique avec François Rebsamen. Mais avant lui, François Hollande, avant lui, Nicolas Sarkozy. On va parler avec le grand chef Guillaume Gomez que vous receviez aussi de ce que ça procure aussi comme intérêt pour tous les gens de la grande corporation de l'art de vivre à la française, l'école Ferrandi, la librairie gourmande. Enfin voilà, on va vous donner aussi l'aperçu que vous avez commencé à livrer à vos téléspectateurs. En régional de l'étape, tout ça, parce que ce que ne vous dit pas Wendy, c'est que d'une part, elle connaît très très bien la région, parce que vous y avez une maison familiale à Joigny, dans l'Yonne, et que d'autre part, vous aimez bien manger. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Quand on habite dans ces territoires, on se fait plaisir aussi. Régional de l'étape, oui. Donc après Dijon, je quitte cette belle ville pour aller retrouver ma famille à Joigny. J'ai embarqué mon chat. Voilà, si vous croisez un chat dans les alcôves, il s'appelle Plume. Plume. C'est elle. Voilà. D'accord. Ok. Il y aura peut-être aussi des gougères et du vin. Les gougères et le vin. Alors ça, vous pouvez pas me faire plus plaisir. On peut partager ça. Si, je peux vous faire plus plaisir. Il suffit que je fasse ça pour que Gaël Simon nous rejoigne, parce que ça, c'est la magie de la télé. J'espère que ça vous fait plaisir. Oui, ça nous fait plaisir. Vous savez, on va essayer de faire une photo. Venez Wendy. Venez vous mettre par là. Tenez, on va faire. Voilà, on va faire comme ça pour terminer cette émission quand même sympa. Ça c'est bien.
bien passé pour vous? Bah oui, et toi Pascal? Très bien, très bien. Il paraît que vous aviez le président Hollande pas très loin de vous. On a vu passer François Hollande, mais la plus grande célébrité de la matinée, c'est quand même Pascal Gervais. Non, non. On est d'accord. Non, non. Avec Wendy, avec Emmanuel Rion, avec vous Gaël, avec vous tous qui avez partagé avec nous ce grand moment, on voulait vous souhaiter le meilleur. Alors en principe en Bourgogne, Wendy, toi, tu connais forcément Wendy, Gaël aussi, le bon bourguignon. Bien sûr. Ah oui, j'ai entendu. Ouais, alors il faut peut-être l'apprendre à Emmanuel. Emmanuel. Là, il faut que je m'entraîne. Hein, j'ai pas encore. Il faut que je. Bon, ok. Alors, vas-y, on va répéter après. Alors. On va répéter après. Bon, je pense que vous aurez toute l'occasion de le faire tout ce week-end parce que c'est un week-end inaugural à vivre sur France 3 évidemment avec toutes nos équipes, à vivre aussi, on l'a compris, sur France Bleu tout à l'heure à partir de 13h. France Bleu pour le national et France Bleu Bourgogne qui a commencé à le faire avec les équipes géniales de Dijon aussi, comme les vôtres. Voilà. Ah bah, c'est super. On conjugue nos talents et nos expériences. Ouais, c'est un petit mariage, ça, dites-moi. Ouais, bah, ça commence. Ça commence, hein. On dit ça, on n'a rien dit. Mais bon, super, en tout cas. Merci de votre invitation, déjà. Voilà, mais merci à vous de vous être arrêtés. Merci à vous, Emmanuel, de nous avoir fait vivre ce grand moment. On va peut-être avancer, là, non? Parce que voilà, on sera mieux, comme ça. Voilà. On va tenter le bon bourguignon. C'est bon? Regardez, les fiches, comme ça. Voilà, les fiches comme ça. Hop, on y va? Allez, 1, 2, 3. La 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 la. Pascal maîtrise mieux l'exercice quand même. Bon, en tout cas, merci à vous d'avoir passé ce moment avec nous et en direct sur France 3. Merci à toutes les équipes qui étaient présentes. Et évidemment que vous allez pouvoir revivre ce moment sur France.tv, forcément. Et évidemment aussi que ça continue avec d'autres rendez-vous, notamment pour l'info, tout à l'heure, avec mes camarades de jeu pour le 12-13 et puis pour le 19-20. Rendez-vous chez vous également, le 18h30 Culture. Tous nos rendez-vous consacrés aujourd'hui à l'ouverture de la Cité de la Gastronomie. Ah ben c'est parfait. Merci à vous tous. Allez, on termine en images. À bientôt. Ciao. Et n'oubliez pas, la Cité internationale de la gastronomie et du vin, c'est à Dijon.